Alors, donc, je suis Dominique Harris, j'ai travaillé au ministère de la Culture pendant de nombreuses années, longtemps comme chef du bureau de la commande publique et du 1%. C'est à ce titre que je suis médiatrice, pas médiatrice, modératrice de cette table ronde. Mais j'ai été aussi pendant de nombreuses années chef du département de la création artistique. Donc j'ai travaillé sur le dehors et le dedans. Et puis les dernières années, puisque maintenant je suis à la retraite du ministère, j'ai beaucoup travaillé sur l'art urbain à la demande de la ministre Fleur Pellerin qui en 2015, après les attentats, s'est étonnée que rien au ministère de la Culture que le ministère de la Culture n'ait rien, ni dans ses réserves, ni dans ses aides à la production, ni rien, ne se soit jamais intéressé à l'art urbain. Et j'ai mis en place un plan d'accompagnement du street art que j'ai appelé oxymore. Et ce côté oxymorique, je le retrouve très souvent dans les présentations que je fais, que ce soit pour l'art contemporain ou les artistes de l'art urbain. Alors, sachez que quand même dans l'espace public, il n'y a pas que l'art urbain. On a eu l'impression là qu'effectivement, c'était extraordinaire ce qui nous a été présenté, ce qui nous a été donné à voir, mais que l'art, je vais devoir te demander de te déplacer, mais que l'art urbain, donc, que le musée à ciel ouvert a été réalisé essentiellement par la commande publique. La commande publique, c'est-à-dire celle de l'État, celle des collectivités territoriales, celle de tous les établissements publics qui ont la possibilité réglementaire de passer des commandes. Ce musée a été aussi construit avec les commanditaires privés, donc c'est Amanda Crabtree qui se présentera tout à l'heure, et les commanditaires privés sont venus aussi accompagner la commande publique à un moment, mais je vous le montrerai tout à l'heure, à un moment où nous-mêmes d'ailleurs, on s'interrogeait un peu sur ce qui a déjà été évoqué tout à l'heure, le musée à ciel ouvert, dont on avait un mode opératoire qui était plutôt de mettre des œuvres dans l'espace public sans autre forme de procès et de réflexion, qui était le choc esthétique de Malraux. Une œuvre d'art dans l'espace public, ça permet de familiariser le public qui n'est pas habitué à rencontrer la création contemporaine. Et donc, il arrive un moment où on s'est tous interrogés, les nouveaux commanditaires sont arrivés pour nous le dire avec force, qu'il fallait peut-être démocratiser un peu nos modes opératoires, retrouver une horizontalité de la sélection. La question de qui choisit a été pour le ministère de la Culture et les commandes publiques un vrai sujet. Il y avait les tenants dont j'ai fait partie pendant des années, les tenants du fait du prince, il y avait des gens éclairés qui allaient choisir pour nous ce qu'il fallait donner à voir au bon peuple. Et puis, donc à partir de l'arrivée des commanditaires privés, on s'est interrogé avec eux sur cette nécessité qu'il y avait d'interroger le territoire. Et puis arrivera Julien Pradas, de Amanda Crabtree, on se connaît depuis très longtemps. Julien, que tout le monde connaît ici, mais que moi je ne connaissais pas. Et lorsque je l'ai appelé pour préparer cette table ronde, j'avais vu Julien Prada, Maison de l'Architecture, CAUE, architecte, et je lui ai dit « Bonjour monsieur, je suis ravie que vous soyez à ma table ronde, comme ça vous allez pouvoir vous emparer de tout ce qui est obligation, tout ce qui est réglementaire et législatif qui organise l'espace public. » Et là j'ai entendu un cri d'horreur. « Ah non, non, pas du tout !» Et donc il m'a expliqué ce qu'il faisait. Donc, je suis allée visiter ce qu'il a fait, absolument extraordinaire. Mais c'était en plus très bien pour moi parce que ça me permettait de terminer cette table ronde avec toi qui justement allait réinventer des lieux, des lieux de réception d'un art différent, aller travailler dans les friches et les interstices et les autres lieux qui ne sont pas nécessairement les lieux où on va naturellement, où on allait naturellement.
Et, mais bon, ça sera ma conclusion de la fin, c'est que il y avait quelque chose que vous avez, mais bon, puisque c'est toi qui vas présenter ton travail, qui avait quelque chose qui était comme une délégation de service public. Il y a plein de choses que vous avez fait avec l'associatif, avec le collectif et tout, qui ont répondu à des manquements. Maintenant, je peux le dire, je suis plus au ministère de la Culture, donc la parole est libre. Et il y a des manquements vraiment dans le maillage du territoire, dans le maillage social, de la culture, du ministère de la Culture et de l'État en général, et que, voilà, respect. Alors, je commence donc, on va commencer par se demander pourquoi la commande publique. Alors, la commande publique, donc, qui est ressortie de la volonté de l'État, du ministère de la Culture, puisque c'est plutôt le ministère de la Culture et des collectivités locales. Les missions de la commande publique, c'est soutenir la création vivante, puisque on ne s'adresse qu'à des artistes vivants, sauf exception, je vous en parlerai après. Aller au plus près aller au plus près du public, avec toujours cette idée malrussienne, mais avant Janzé, avec le 1% et tout, de montrer, et puis une édification aussi du peuple. L'édification du peuple, c'est aussi toute la statuaire, la cathédrale ici nous le raconte bien, la statuaire des églises, et qui donne à voir et à comprendre cette civilisation qui est la nôtre à une population qui, à l'époque, au Moyen-Âge et après, était analphabète, donc il fallait leur donner des images, des sculptures. Il y a toujours quelque chose de cela dans les missions de la commande publique. Ce dont je parlais tout à l'heure, le maillage artistique du territoire, avec cette histoire de lorsque les FRAC, les centres d'art, les maisons de la culture, vous avez tout ici à Amiens, les scènes nationales, etc., ont été créées. Il y a eu un maillage du territoire volontariste avec Jack Lang les dernières années, avec ce qui avait totalement été oublié du maillage du territoire, l'art contemporain. Il y avait un maillage du territoire qui avait été prévu et qui est, si on regarde les autres cartographies de la culture des Européens, je pense qu'on est quand même, réjouissons-nous, on est parmi les meilleurs dans le maillage du territoire. Mais il y avait des diagonales du vide. Il y avait des diagonales du vide, et notamment celle de l'Est-Ouest, des endroits en France qui n'avaient rien. Et en fait, l'art urbain, il a aussi réparé cette diagonale, ce vide. Il s'en est emparé, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'en est emparé avec plaisir et avec talent du vide, et donc a rapproché quand même une partie du rural et, ce que je disais tout à l'heure, des espaces à la frange, les espaces interstitiels. Il a rapproché les Français de la création contemporaine. Il est entré aussi, donc voilà, c'est aussi entré depuis quelques années dans la fabrique de la ville, ça on le verra après. Et puis, il y a aussi une autre, je ne l'ai pas mise parce qu'elle m'est revenue après, il y a aussi quelque chose d'assez important, je pense, en tout cas pour le ministère de la Culture et pour les élus, les collectivités locales, avec lesquelles on a beaucoup travaillé en partenariat, qui était la valorisation d'un territoire, le retour sur investissement. Alors c'est l'effet Bilbao. Il y a eu tout d'un coup à Bilbao, c'était la ville la plus sinistrée du monde, crac, Franck Gehry et un musée, et ça devient un lieu incontournable. Donc il y a eu cette tentation, cette tentative qui est devenue une tentation et qui est devenue une réalité de devenir, d'avoir cette arme pour développer le tourisme, et un rapport du ministère des Finances qui date des années 2000, vraiment qu'on brandissait tous devant les élus comme l'arme fatale, qui disait qu'en fait le retour sur investissement des subventions, enfin, de l'investissement dans la culture avait un retour beaucoup plus important que par exemple l'industrie. Et donc c'était que non seulement c'était de la création artistique, mais en plus il y avait un retour économique pour la collectivité territoriale. Ce qui s'est passé à Nantes, ce qui s'est passé au Havre, ce qui s'est passé ici, je ne sais pas trop, mais il y a vraiment des endroits où ce retour a été fracassant, au sens du terme.
comment, voilà, c'était là où c'était toujours un peu compliqué. Alors, ce que je disais tout à l'heure, il y avait le fait du prince. Le fait du prince, le fait du prince, la commande publique, elle a pu travailler avec un choix de gré à gré, c'est-à-dire un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'était, voilà, il y avait une évidence entre le choix de l'artiste et le lieu où il allait être posé. Donc ce fameux gré à gré qui était quelque chose d'un grand confort. Et que moi, par exemple, pendant des années, j'étais persuadée que c'était que cela qu'on pouvait mettre en œuvre pour embellir l'espace public. Patapoum, l'Europe, un jour, transpose une directive européenne qui est l'obligation, puisqu'on est l'obligation de passer un appel d'offres et d'en passer par les marchés publics. Ça nous tombe dessus au moment des vitraux de Soulages à Conques. Il était évident qu'à Conques, si on faisait des vitraux, c'était par rapport à la lumière noire, par rapport à Soulages qui était né là, qui avait eu ses premières révélations, gna gna gna. Et donc quand on a été convoqué à la chambre des métiers, à la chambre des marchés, à Bercy, c'est très impressionnant d'être convoqué, c'est tous les inspecteurs des finances, et qui nous disaient mais non, mais c'est pas possible. Tout était déjà en production, ces fameux. C'est pas possible, vous n'avez pas fait d'appel d'offres. Et on disait, ben non, c'est Soulages, c'est con. Et ils disaient, non, mais il doit y avoir équidistance entre tous les artistes et le choix. Donc, et nous, on les prenait pour des andouilles, on était là, enfin, ils nous laissent passer, vous savez, ils nous laissent passer Soulages, mais quand même, on sait que la prochaine fois, on n'y coupera pas. Donc, on entre dans qui disait tout à l'heure kafkaïen et un peu ubuesque, on entre dans cette histoire des marchés publics qui est quand même bien compliquée, parce qu'il faut les autorisations préalables, il faut la consultation publique, il faut les commissions pour les jurys, il faut les commissions de choix. Donc on apprend à travailler autrement et franchement on a du mal. On a du mal parce que c'était confortable avant. On ne pense pas à ce moment-là à plus de démocratisation, on dit. Et puis on sait aussi que lorsqu'on s'installe dans l'espace public, que ce soit du gré à gré ou en ayant été très légitimiste, en suivant la loi, on va avoir, ce que je dis tout le temps, seuls les artistes un peu vandales, c'est pas toi que je regarde, les artistes un peu vandales s'en affranchissent, mais on ne peut pas s'affranchir de l'ensemble des règlements qui organisent l'espace public, et que l'espace public, moi je dis toujours, c'est dehors, tu as l'impression que tu vas y aller, pas du tout. Il n'y a rien de plus normé, c'est une forêt d'injonctions négatives, tu n'as pas le droit d'être à 500 mètres, tu n'as pas le droit d'être à côté, et il faut faire attention, et c'est tant mieux, hein, je ne critique pas, mais il faut faire attention à la sécurité, il faut faire attention à des tas de choses qui font que la temporalité d'une commande publique est devenue beaucoup plus lente, et je dis tout de suite cela par rapport aux commanditaires privés, c'est la temporalité de l'État, et on sait que ça peut être long, les autorisations peuvent être longues à être obtenues et à aboutir. Donc voilà, il y a voilà, donc c'est pourquoi et comment. Déjà, on a fait ça. Alors, dans l'espace public, quand même, je reviens un peu, parce qu'il y a eu l'art pariétal. Qu'est-ce qu'il y a dans l'espace public? Il y a essentiellement, on en a parlé tout à l'heure entre les hommes et les femmes, il y a essentiellement, c'est la place des grands hommes. Souvent, c'est des soldats, c'est des grands chercheurs, des militaires. Ce qu'on dit, c'est le travail qu'a fait tout le musée d'Orsay avec l'association Aware sur il n'y a pas de grandes femmes dans l'espace public. D'ailleurs, même les Jeux Olympiques s'en sont rendus compte, puisqu'ils ont fait des sculptures de femmes qui vont rester dans l'espace public à Paris. Et donc, c'est quand même les hommes en érection.
c'est l'érection de... Voilà, ils ont toujours le sabre en l'air. Et donc c'est vraiment un espace qui a été occupé toujours dans cette idée, après, dans cette idée de l'édification, et de l'érection et de l'édification. Arrive donc le 19e siècle. Le 19e siècle, c'est un siècle où il y a vraiment une statuomanie extraordinaire. Statuomanie extraordinaire est celle, je ne sais pas s'il y a quelque part, moi j'adore compter les choses. Je me demande, peut-être que Maya, toi tu sais, si on a réussi à savoir dans ce musée en plein air combien d'œuvres il y a dans l'espace public. Il y en a énormément. Et il y en a eu tellement énormément, donc ça c'est les grands hommes, ça c'est sur les Champs-Élysées, et ce sont des commandes qui sont assez contemporaines, comme vous pouvez le voir. Et puis il y a quand même, non, je voulais vous montrer, donc c'est, enfin quand même, le contrepoint de ces hommes, des vainqueurs, sabre en clair et tout, il y a Rodin, à un moment il y a Rodin qui arrive, qui dit enlevons le socle, baissons la tête. Ça c'est pas, voilà, c'est aussi c'est un moment, un choc très très important de ce qui peut se montrer, se donner à voir, se porter à connaissance, puisqu'on est dans un travail d'édification, que ben, on n'est pas toujours des hommes glorieux, on n'est pas toujours et ces bourgeois de Calais en sont c'est absolument génial. Enfin, c'est ce choc avec cette arrive donc le XXe siècle. Le XXe siècle, c'est aussi une statuomanie, mais le XXe siècle, c'est le siècle un peu de la défaite, de l'horreur. Et il y a par exemple une des premières statuaires de France, c'est la statuaire de la guerre de 14. 36 000 communes en France, 36 000 communes qui pratiquement toutes se sont dotées de monuments aux morts qui ont été faits souvent, la plupart, enfin pas la plupart du temps, mais assez souvent par les sculpteurs, par les artistes, prestigieux ou pas, mais ça a créé, et dans l'espace public, dans l'espace mental, dans la charge mentale, quelque chose d'assez impressionnant, d'autant qu'on les voit très régulièrement, ces monuments aux morts. Donc un moment important de la persistance rétinienne. Qu'est-ce qu'on voyait dans l'espace public? On voyait effectivement ces guerres qui ont vraiment été d'une violence inouïe pour le peuple français et pour les tombées pour la France. Arrive la crise de 29, donc voilà, et puis le Front populaire. Le Front populaire en 1936 met en place Jean Zay, donc qui deviendra, qui est à l'époque ministre du Front populaire, et René Hichet, qui est un artiste important de cette époque. Les artistes à la sortie de la guerre déjà à la sortie de la guerre, il y avait cette aporie, cette impossibilité peut-être de créer après ce qui s'était passé, mais il y a aussi un drame économique des artistes, ça a fait les beaux jours des films, etc., la misère des artistes. Et donc Jean Zay a cette idée géniale, mais géniale, et avec René Hichet, de réserver 1% du budget de la construction d'un bâtiment public, sauf certains, mais je n'entre pas dans les détails, et de le rendre obligatoire. Et ça, c'est quelque chose qui participe aussi de l'exception culturelle française. C'est qu'il y a très peu, j'ai cherché, il y a très peu de pays où il y a une obligation de création artistique dans l'espace public. Je précise à ce moment-là de ce que je suis en train de dire, c'est que moi, par espace public, ayant été justement chargée de toutes ces œuvres obligatoires, j'ai toujours considéré que lorsque on disait espace public dans ce contexte, on entendait les lieux où il ne fallait pas choisir d'aller, où il n'y avait pas de billetterie, donc ça pouvait être dehors, mais ça pouvait être aussi à l'école, ça pouvait être aussi au lycée, à l'hôtel de ville ou dans les bâtiments publics qui s'étaient soumis à cette obligation du 1%. Vous dire que ce petit musée des 1% a eu très très mauvaise presse, à cause du caractère obligatoire,
où on disait à l'époque, c'était c'est un art de fonctionnaire, c'est l'académisme, en plus c'est un entre-soi entre l'architecte et l'artiste, c'est toujours le cousin, machin, nanana. Et d'ailleurs, j'ai pas sorti le livre, et je me rappelle plus de la date, ça, en 2012, en 2012, ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire que quand même Jean Zay, donc ce 1%, il est organisé par un décret qui donc organise l'obligation du 1%. Et normalement, c'est absolument incontournable. On verra qu'il y a beaucoup de maîtrise d'ouvrage public qui échappent. Et donc, il a très très mauvaise presse, ce 1%, pour toutes ces raisons, puis c'est toujours les mêmes. Et donc, on décide de faire un inventaire des 1% sur le territoire. On en a quand même inventorié, donc c'était très compliqué à faire, on en a quand même inventorié 12 700 environ. Et puis, on a fait donc ce livre qui s'appelle 101%, en précisant que, eh ben non, les gars, avec le 1%, Henri Matisse, en 56, Occato Cambrésis fait, c'est un des dessins pour la chapelle de Vence, et il le donne comme 1%, il meurt juste après, il le donne à son école maternelle, et là la photo, vous verrez, les photos sont pas géniales, mais c'est toujours une petite école maternelle où les enfants ils dorment sous la lumière de Matisse grâce au 1%. Donc il y a eu, donc, je vais vite parce que j'ai pas beaucoup de temps, il y a eu Pablo Picasso aussi dans un lycée à Marseille, incroyable mais vrai. Il y a Boltanski, je vous passe, ça c'est chez vous, le triple château. Le triple château. Et puis aussi, alors je l'ai découvert, là, le sol Lévite, il émane aussi de l'obligation du 1%, donc au musée de Picardie. Et Jace, voilà. Alors Jace, il en a eu deux, je crois même. Il a eu aussi le 1% d'annuité à La Réunion, d'où il est originaire. Mais on ne peut pas dire, je suis désolée, j'ai la voix qui part, on ne peut pas dire que... J'avais oublié de vous dire que j'avais une énorme bronchite et qu'elle ne croyait même pas que c'était vrai, Fabienne. Je ne crois toujours pas. Et que, voilà, dans le 1%, donc, il n'y a pas encore beaucoup d'œuvres de l'art urbain. La faute à qui? La faute à tout le monde. Les artistes de l'art urbain, ils ne sont jamais venus naturellement vers le ministère de la Culture. Je ne les avais jamais vus, je ne les connaissais pas. Et je ne connaissais rien à l'art urbain. Et il y arrivé un moment, j'en avais ras-le-bol des artistes de l'art contemporain, mais ça c'est mon histoire personnelle, professionnelle. Et quand on m'a demandé de faire ce plan, que je suis allée à la rencontre des artistes de l'art urbain, j'étais ravie, ils n'en revenaient pas, que le ministère de la Culture s'intéresse à leur travail. Et là, on a commencé à leur parler de ce que la fédération depuis fait avec beaucoup de sérieux. On a commencé à leur dire, mais quand même, allez sur le site du ministère de la Culture, allez sur le site du CNAP, il y a des tas d'aides qui vous sont proposées, auxquelles vous pourriez... Alors c'était un peu compliqué pour eux, parce que c'est toujours cet oxymore, vandale, vendu, institutionnalisation, mais comme vous pouvez voir avec le 1%, la mauvaise réputation de l'administration, elle est toujours, il y a toujours ce réflexe de détester l'administration. Le 1%, ça a été quelque chose d'important et il faut le défendre encore. D'ailleurs, messieurs, je vous offre mon 101%. Vous allez d'abord parce que... Alors, ensuite, donc ça c'est le... Ensuite, on parle de la commande publique, celle qui est volontariste, celle qui ne ressort d'aucune obligation, donc celle qu'on avait vue avant, et dont on voit une relance absolument prodigieuse en 1982 avec Jack Lang, parce que à l'époque, le budget du ministère de la Culture est absolument en expansion. On passe de pas grand-chose à quand même beaucoup.
Et donc, c'est la période où, bénie, où voilà, c'est les fracs, etc. Mais c'est aussi beaucoup la commande artistique. Avec cette, en sous-titre, dans la politique culturelle de Jack Lang, qui est pour nous une espèce de respiration, de bouffée d'oxygène, qui est pour nous quelqu'un qui va, et ça lui a été reproché tout le temps, mais quelqu'un qui va dire il n'y a pas d'art majeur, il n'y a pas d'art mineur, tout doit être soumis à notre perspicacité, à notre sagacité, mais regardons tout, disait-il. Moyennant quoi c'est devenu, alors pour le coup par les conservateurs, dont des patrimoines, mais les conservateurs, c'est devenu, tout est artistique, c'est honteux, c'est horrible, c'est la fin de la civilisation. Marc Fumaroli, il a écrit c'est magnifique en plus qu'il a écrit, mais il a écrit des trucs absolument, qui est académicien, des textes absolument incroyables sur ce tout culturel, mais qui serait la fin, la décivilisation, comme on peut dire par ailleurs. Et là, donc, on se retrouve à ce moment où la musique, le rock, la gay pride, tout le patrimoine, les jardins, tout entre dans le périmètre et le champ d'intervention du ministère de la Culture, mais aussi parce qu'effectivement, comme je le dis, il a un énorme budget, et il a un énorme budget, et il y a aussi quelque chose de très important dans les politiques culturelles, c'est que c'est un homme ou une femme, qui a le soutien de des élus. Jack Lang, François Mitterrand et Jack Lang, il a eu carte blanche pendant des années. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans les collectivités territoriales. Quand je vois par exemple ce qui s'est passé à Nantes avec le voyage à Nantes, c'est Jean Blaise et Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault disant moi j'y connais rien, mais vas-y, et puis moi je te suis. Et il l'a suivi. Et je pense que toutes les politiques culturelles, elles sont toujours nées de personnes comme ça qui avaient des intuitions et un désir, un amour de la culture et de l'art. Alors bon, on arrive à les grandes commandes du début de la gauche. Là, on ne la voyait plus pendant les fan zones. Moi j'étais triste, je me disais pourvu qu'il n'ait pas démonté le Clé Oldenbourg qui est à la Villette. Là je passe en vitesse. Là, c'est aussi un magnifique pourquoi je peux plus remonter, Cossut, donc à Figeac, avec la pierre de Rosette, et qu'il fait graver sur ça c'est un endroit, ça c'est une œuvre qui a donné une lumière extraordinaire à la ville de Figeac. Les gens ils vont à Figeac pour voir cette commande, et donc elle est précieusement, on parlait tout à l'heure de conservation entretenue, dans ces cas-là, les œuvres, elles sont précieusement entretenues. La commande publique, toujours dans l'idée de... Il y a eu une commande publique de vitraux, il y a eu plein de commandes publiques de vitraux. Et on arrive, et ça a fait beaucoup de discussions, de débats, de polémiques. Je pense qu'il y a le territoire le plus polémique, c'est la culture. Et donc... le plus grand chantier de vitraux, c'est les vitraux de Nevers. C'est 12 artistes importants, français, allemands, qui interviennent Et donc pendant des années, on travaille sur des dossiers de vitraux. Et là en ce moment, on est en train, c'est patrimoine et modernité qui est en train de se jouer encore à Notre-Dame de Paris, où de nouveau, la France est partagée en deux. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? On dirait des matchs de foot, on doit être pour ou contre, Bon voilà, les vitraux de Soulages tout à l'heure, la européenne, je ne sais plus le mot. On a fait aussi énormément d'œuvres d'art sur les tramways. D'ailleurs, on avait intitulé ce morceau, ça s'appelait « Un tramway nommé commande publique ». Et donc on en a fait partout. Parfois on s'est planté, parce que parfois on s'est planté, mais vraiment très fort. Par exemple là on s'est planté parce que le jour de l'inauguration, ou le lendemain, j'exagère peut-être, ou même peut-être le surlendemain, mais très vite, c'est la suite Fibonacci, c'était magnifique en plus. Voilà. Le tram passe, tout s'éteint. Et ça n'a jamais remarché. On a envoyé des tas des conseils du cabinet d'études et tout.
Et en fait, les vibrations du tram, la pluie, gna gna gna, faisaient que cette suite Fibonacci et Mario Merz, quoi. Enfin, c'était dur de... bon, voilà, ça c'est toujours les trams. Ah, ça c'est magnifique, même si l'artiste n'est pas magnifique, comme vous le savez, ça c'est magnifique. Ça c'est vraiment magnifique parce que c'est un moment où on commence à sortir, enfin, on commence à avoir une vision plus élargie de ce que peut être le patrimoine, de ce que... et au ministère de la Culture arrive un type absolument incroyable qui s'appelle Paul Smith, comme qui est anglais, que tu dois connaître. Et Paul Smith, tout d'un coup, il s'intéresse avec une force de conviction au patrimoine industriel. On est dans les années, là c'est un peu plus tard, mais on commence dans les années 90 à travailler sur ces friches industrielles et qu'il faut absolument documenter, préserver, faire un peu comme à La Ruhr en Allemagne, où ils ont fait de La Ruhr sans restauration ni rien. Ils en ont fait là aussi un lieu génial de balade. Et donc, ça c'est du côté du patrimoine, parce que toute la commande publique, tout ça c'est la direction de l'art vivant, au ministère de la Culture, puis il y a la direction du patrimoine, où sont les musées, alors que les centres d'art et les FRAC qui sont côté création contemporaine. Et donc, le patrimoine commence à s'interroger sur... Et là, il y a ce haut fourneau, c'est une histoire incroyable, l'histoire de Hucange, c'est Bernard Lavilliers, maintenant je sais pas, quand je vois ça, je pense aux mains d'or de Bernard Lavilliers, à la vallée de la Fège. Mais c'est il n'y a rien de plus beau, enfin, il n'y a rien de plus beau que ces espèces je sais pas, de sculptures qui ont eu qui ont été des usines. Et donc, il veut rendre au fourneau sa gloire, du feu, de l'or, les mains d'or, etc. Et c'est sublime. Mais vraiment, l'inauguration, c'est sublime. C'est au milieu c'est la déshérence, c'est la fin de toute la sidérurgie de la Lorraine, c'est le désastre social. Et puis, il y a cette œuvre qui restitue la gloire du passé. Et c'est un peu comme le Louvre-Lens. Tous les mineurs au Louvre-Lens, ils ont porté le Louvre-Lens, mais vraiment à bras-le-corps, ils sont toujours là. Et c'était une bouffée d'oxygène. C'était une bouffée d'oxygène de voir que le patrimoine, l'art pouvait être aussi la force de représentation, donner une symbolique forte à un territoire ou à des structures qui avaient perdu, mais voilà, qui incarnaient la souffrance. Je me souviens qu'à l'époque, c'est personnel, tu me diras, 15. J'ai encore combien de temps? Bah, 1 heure, moins pour tout. Ah mais non, qu'à l'époque, à l'époque des hauts fourneaux qui commencent à s'éteindre, tout le monde, on faisait des manifs, et nous on y allait, et les gens disaient, on veut vivre et travailler au pays. Oh, et moi je disais, oh bon. Et puis tout d'un coup, il y a eu ces gestes très forts de réouverture même de tout le monde, de ce que pouvait être aussi. On ne savait pas trop, donc c'était... Voilà. On est intervenu aussi sur des endroits sur lesquels on n'a pas vraiment réussi. On a fait avec les nouveaux commanditaires aussi des œuvres en partenariat, et Torres Paletti d'ailleurs à Garches, c'était un partenariat avec nous. Travailler aussi sur ce qu'il est difficile d'appréhender par tout le monde, par les hôpitaux, et les salles de départ. C'est quelque chose qui n'avait jamais été pensé, appréhendé pour répondre à cette fonctionnalité de l'horreur. Donc on a fait, avec donc les nouveaux commanditaires, on a fait c'était très impressionnant. On a fait, les photos elles ne rendent pas compte, mais bon, si elles témoignent, cette salle des départs qui a été vandalisée il y a quelques années. Et puis là, l'hôpital de Garches est en train de déménager. Et donc, il y a tout un travail qui se fait sur qu'est-ce qu'on fait. Quand une salle des départs meurt, il y a un vrai sujet de réflexion à l'éternité.
c'est à partir de là, normalement, presque... Non, je reviendrai pour ça tout à l'heure, quand je te donnerai la parole. Voilà, alors après, je voulais aussi j'ai oublié de dire dans quelles sont les missions de la commande publique. Voilà l'une des missions absolument incroyables, qui est celle des œuvres d'art dans l'espace public. Après les 30 Glorieuses, on crée donc, c'est la politique de l'urbanisme, c'est ces villes nouvelles, 7 villes nouvelles qui sont installées autour de Paris. Et ces villes nouvelles, comme les rues, c'est rue des œillères, rue des machins, nanana, enfin c'est n'importe quoi. On sait depuis quelque temps que c'est important le nom des rues. Bon. Et puis surtout, il n'y a pas de repères. Il n'y a pas de repères. Et tout d'un coup, génial, on fait, alors ça commence dans les années 80, il y a tout un comité qui s'organise autour de l'art dans les villes nouvelles. Et les villes nouvelles, alors le plus connu, c'est le Dany Caravane, l'Axe Majeur. Cet axe majeur, il part de Cergy et il devait aller jusqu'aux Champs-Élysées. Donc cet axe, parce qu'on voit pas, mais là c'est la plaine, et les Champs-Élysées sont pas loin. Ça s'arrête au bout de quelques kilomètres, mais c'est un point de repère qui est l'architecture de la ville, qui permet de se situer par rapport, un peu moins comme hier soir, il y a la tour Perret. C'est aussi quelque chose qui permet de s'organiser, de se géolocaliser dans ces villes qui sont encore un peu... qui étaient, parce que bon, là les choses ont vraiment changé, mais qui étaient un peu sans nom, sans... Et ça, c'était alors, bon, c'est effectivement là toute la période de ces architectes de ces artistes qui ont su travailler dans la monumentalité. Dany Caravane, il vient du désert du Negev, où voilà, c'est des artistes que la monumentalité n'inquiétait pas. S'agissant de monumentalité, je fais une parenthèse de 10 secondes, s'agissant de monumentalité, on ne trouvera pas de femmes qui ont pris à bras-le-corps la monumentalité. On aura un mal de chien à trouver des femmes qui feront Monumenta au Grand Palais à chaque fois, et même les meilleures, les plus grandes, hein, les plus connues, en disant non, je ne vais pas y arriver. Jamais un homme aura refusé une commande qui lui était faite sur un territoire monumental et immense. Donc c'est un sujet que le groupe de travail... Bon, alors après, nous y voilà, mais ça je vais laisser après. Après, c'est la commande publique qui va revitaliser la ville. Donc le voyage à Nantes, un été au Havre, ça c'est mes chouchous, faut dire. Et puis en 2015, mais je l'ai dit tout à l'heure, le lancement du plan Oxymore en 2015. Et il y avait, moi j'avais, donc ça c'est toujours au ministère de la Culture, c'est toujours sur des vitrines du ministère de la Culture, rue des Bons Enfants. Et toute la communication qui a été faite sur le plan Oxymore, c'était que il y avait les casquettes, donc les Kesowat, il y avait Villeglé et son chapeau, et il y avait Oclo qui est là avec un masque, parce qu'il était recherché par la police. Et à un moment, on les voit tous les quatre travaillant sur la même nacelle. Et on disait, voilà, ça c'est la mission du ministère de la Culture, ça c'est la... Alors, il manque une femme. Mais voilà, ça c'était vraiment un moment important. Et puis une des commandes qu'on a pu faire après, c'est tout ce travail sur la L2 qu'on a fait à Marseille, avec surtout Jean Faucheur qui en était commissaire. Et puis ça, c'était les kilomètres de l'Atlas sur la rocade nord, dont là aussi le projet est de désenclaver les quartiers nord. Là, c'est la fin, c'est ma conclusion. Mais il n'y a pas que ça dans l'espace public. Il y a aussi, par exemple, non, je me suis trompée, il y a aussi, par exemple, des sculptures qui sont des cadeaux. Des sculptures qui sont des cadeaux. Je vais commencer par l'autre parce qu'elle va plus vous parler. Par exemple, toi qui as été responsable du musée du Petit Palais, un jour, Jeff Koons a voulu, toujours pour les attentats, offrir ce bouquet à la ville de Paris. La ville de Paris a accepté parce qu'il y avait l'ambassadrice qui était là au moment où il fait cette... Et il voulait être sur au Trocadéro, sur l'esplanade des Libertés.
Mais il y a un problème de soutènement qui est vrai, il y a un problème de soutènement, elle était trop loin. Et donc finalement, après bien des circulations, enfin par moi je n'y étais plus, mais on a cherché, nanana, et c'est derrière le Petit Palais qu'on a installé ça, c'est une œuvre un peu qui a été imposée à l'espace public, qui n'a pas été choisie, qui est là, enfin bon, tu pourras en parler peut-être mieux que moi, mais voilà. Et puis ça aussi, moi je trouve plus. Voilà, ça aussi, c'est Bertrand Lavier, donc c'est pas n'importe qui. Enfin, Bertrand Lavier, c'est Bertrand Lavier. Et la femme de, enfin je sais pas qui d'ailleurs, non, lui commande une œuvre d'art dans l'espace, une œuvre à la mémoire de Johnny Hallyday. Et pareil, la ville de Paris, donc ça c'est affreusement compliqué. Et donc c'est à côté de Bercy, on la voit pas beaucoup d'ailleurs. Donc c'est la moto et la guitare. Donc dans l'espace public, il y a aussi des œuvres qui ne ressortissent d'aucun gré à gré, d'aucun machin. Hein. Il y a aussi des œuvres qui s'installent et qui ont les autorisations là, pour le coup, mais qui s'installent dans l'espace public. Voilà, c'était tout ce que je pouvais vous dire sur la commande publique, donc État, collectivité locale et établissement public. Et donc je passe la parole à Amanda Crabtree. Comment je fais pour sortir de... Help, les filles de Mac. Et je veux sortir. Ouais. Et du coup, Amanda, ici, ça doit être en dessous. Ouais, je pense que voilà, je fais ça. Dominique, il y a une question, j'ai entendu quelqu'un qui s'est posé une question à gauche. Sur la dernière par exemple, les sculptures de Richard Orlinski. Attends, j'ai pas entendu. Les sculptures d'Orlinski, par exemple, qui sont il y a besoin d'une autorisation. Juste tu poses le dernier, c'est pareil. Il y a besoin. Orlinski, quoi qu'on en pense, il a une autorisation. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Donc il y a quand même une autorisation. Oui, mais Pour la vie, non, mais par exemple, il n'y a pas que les œuvres pas bien, il y a aussi des œuvres de la commande publique. Là, c'est la ville de Paris, ou des collectivités territoriales. On a toujours été gênés, mais quand même, dans l'ensemble, c'est un. Non, c'est des dépôts aussi. Il y avait aussi, je ne sais pas si tu te souviens, il y en avait dans la gare du Nord, de Orlinski. Mais ils sont là momentanément. Donc, bonjour, donc Amanda Crabtree. Moi, je vais vous parler avec deux casquettes en fait. Je vais parler des nouveaux commanditaires et je vais aussi vous présenter un peu la nouvelle organisation des nouveaux commanditaires à niveau national. Actuellement, je suis co-directrice de l'organisme national qu'on a mis en place en 2020. Je vais vous expliquer. Et je vais aussi vous parler d'Art Connexion, qui est par ailleurs, on va dire, tête de réseau, bureau des médiatoristes, nouveau commanditaire pour les Hauts-de-France. Voilà. Donc, Art Connexion, en fait, nos 30 ans cette année. Voilà, donc suivez, ça va être la fête, surtout au printemps, c'est un prétexte. 30 ans d'une structure qu'on a créée en 1994 à Lille, mais on est plutôt ce qu'on appelle un centre d'art de territoire, c'est qu'on est à Lille, mais on est aussi beaucoup ailleurs et c'est ça qui nous plaît. Néanmoins, on a une maison à Lille où on fait des expositions, donc venez nous voir dans le Vieux-Lille, toquez à la porte, près de la Treille. On a un petit espace d'exposition, mais qui est très sympa, que les artistes aiment beaucoup. Nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est l'accompagnement des artistes. On fait depuis le début des artistes qu'on suit aussi, certains depuis 30 ans, voilà, sans pour autant être une galerie. On a quand même autour de nous des artistes avec qui on continue de travailler. Donc l'accompagnement des artistes. Les artistes, ils ont aussi besoin de bouger, donc on les accompagne dans cette envie de bouger ailleurs, donc les résidences d'artistes qui nous permettent aussi d'inviter des artistes à Lille et pour que ça frotte et que ça crée des choses intéressantes. Et depuis 2000,
un travail d'exploration de ce qu'est cet art dans l'espace public, mais d'une certaine façon que nous menons surtout dans le cadre des nouveaux commanditaires, mais pas que. On répond parfois à des commandes. En 2000, il y a 10 ans, on a répondu à un appel à projet du département du Pas-de-Calais qui cherchait une structure pour mettre en place un festival dans le paysage sur la côte d'Opale avec une dizaine d'œuvres qu'on a produites pour permettre de sublimer le paysage. Et on a réussi aussi à insérer, on va dire, deux commandes nouveaux commanditaires éphémères, parce que ça peut se faire, et une commande nouveau commanditaire pérenne, mais dans le cadre de festival, qui est quand même une commande de la collectivité. Voilà. Et on travaille aussi, évidemment, beaucoup avec les collectivités dans le cadre des nouveaux commanditaires. Donc, rappel, parce que je pense que vous êtes peut-être déjà assez au fait des nouveaux commanditaires. Les nouveaux commanditaires, les commanditaires, c'est un groupe des personnes identifiées qui font part de leur souhait de porter une commande artistique. Voilà. Donc on va se rapprocher de la commande publique, on a beaucoup travaillé ensemble depuis 30 ans, et on va, Olivier, c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé la présentation ce matin, j'ai découvert, merci, beaucoup d'artistes que je ne connaissais pas, parce que moi je n'ai pas cette expertise vraiment de l'art urbain, et je trouve qu'on travaille aussi de manière, on partage des manières de faire, peut-être à des moments, et ça on peut préciser, des moments où on ne travaille pas tout à fait de la même façon, c'est pour ça que nous on est nouveaux commanditaires, mais je pense qu'on se trouve quand même souvent un peu dans la même manière de faire, parce que c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Et pourquoi les commanditaires décident de porter des commandes? Là on est beaucoup dans les questions de l'espace public, de la requalification d'un endroit, un quartier, renouer avec cette notion de tradition séculaire. Il y a une pléthore de prétextes pour porter des commandes. Il y a pléthore de démarrages, c'est toujours des histoires. Il y a plus de 500 œuvres qui ont été créées depuis le démarrage des nouveaux commanditaires. Nous, en région, on en a fait plus de 40. Et chaque histoire est différente. Et je précise, parce que c'est pas évident, mais les nouveaux commanditaires s'adressent aussi à d'autres disciplines. On n'est pas forcément dans le domaine des arts visuels. Art Connexion a aussi porté des commandes de danse contemporaine, on s'est travaillé la musique, du son. Nous, pour le coup, moins dans le théâtre, mais j'ai des collègues qui développent vraiment des projets en lien avec des théâtres, avec des scènes nationales. Donc, sachez que, voilà, on essaie aussi d'élargir aussi les disciplines, et on va retrouver aussi ce que disait Dominique, ce besoin aussi d'élargir à la bande dessinée, à l'art culinaire, pourquoi pas, voilà. On essaie aussi de sortir un petit peu de nos zones de confort. Ce qui est spécifique au nouveau commanditaire, c'est le rôle du médiateur, médiateuriste, comme on dit maintenant. Et ce qui nous distingue, c'est que nous, on va du début à la fin. C'est-à-dire qu'on est là pour vraiment identifier ce besoin, vérifier le vrai besoin et le vrai désir des commanditaires d'aller jusqu'au bout. Et nous, on reste jusqu'au bout et on va agrandir un écosystème autour de cette commande. Mais les médiateuristes sont évidemment clés parce qu'ils sont aussi producteurs. À la différence parfois d'autres procédures, on ne lâche pas le bébé. C'est-à-dire qu'on ne file pas à quelqu'un d'autre, on ne file pas à une agence de prod, parce que ça complique beaucoup les choses. Et on est aussi donc médiateur, mais producteur également. Et quand on n'a pas l'expertise, bon, évidemment, on s'adjoint à ceux qui ont l'expertise. Hein. On n'est pas non plus expert dans tout, on est assez humble dans ce qu'on sait faire. J'ai mis aussi cette notion de droit culturel. Je pense qu'on est aussi beaucoup titillé en ce moment dans nos métiers sur la démocratie culturelle, sur les droits culturels. On aime dire que voilà, les nouveaux candidats, ça fait déjà 30 ans qu'on pratique la démocratie culturelle, et c'est vrai parce qu'on écoute et on répond souvent à la culture des commanditaires, mais là on arrive plus facilement à en parler parce que du coup tout le monde parle des droits culturels et on a des choses à dire là-dessus. Comme je disais, les commandes sont multiples, mais on ne travaille jamais tout seul. Si une œuvre est demandée pour l'espace public, en lien avec,
on est en lien avec les collectivités, parfois même instigés par les collectivités. Il n'y a rien qui empêche une collectivité de venir nous voir et ensuite ils sont d'accord à ce moment-là de passer la main à un groupe identifié de personnes dans le quartier qui portent la commande. On travaille beaucoup en partenariat. Là actuellement, je porte aussi avec la DRAC, avec Eric Charroux, le conseiller aux arts plastiques, une commande publique pour, et nouveau communautaire pour l'hôpital psychiatrique à Saint-André à Lille. Et donc on fait un panaché de nos méthodologies. À l'EPSM, bon, très compliqué parce que l'appel à projet, les marchés, ça complique. Peut-être on en parlera après, mais c'est pas évident. Mais on a voulu, la DRAC est venue nous chercher pour qu'on partage un peu nos méthodologies. Et c'est une commande importante qui va autour d'un jardin, une œuvre en forme de jardin qui va se faire l'année prochaine normalement. Et on a aussi évidemment les entreprises et les fondations qui cofinancent. Ça, je vous expliquerai un petit peu après. Pour ceux qui ont connu, on parlait de la Fondation de France tout à l'heure. Donc, la Fondation de France, c'est quand même la fondation qui a porté les nouveaux commanditaires à l'origine, grâce à un personnage aussi très important, François Herz. Vous avez peut-être entendu parler de cet artiste, qui lui a eu l'idée des nouveaux commanditaires. En tant qu'artiste, c'est se poser la question de la place de l'artiste dans la société. Lui qui avait, dans sa pratique de photographie, vraiment envie d'être à la rencontre des vrais gens. Et donc du coup, il est allé encore plus loin pour se poser la question pourquoi les artistes en fait ne travaillent pas en direct avec les gens. Et le problème, c'est que les gens ne se réveillent pas le matin en disant je veux commander une œuvre. Comme je dis toujours, enfin on aimerait bien, mais ça ne se passe pas. Donc, d'où le rôle de médiateur qui fait le go-between. Et donc, il a proposé à la Fondation de France que ça devienne le programme culture. Donc, jusqu'à 2020, la Fondation de France était vraiment, on va dire, l'organisme qui a porté le programme. Et la Fondation de France a proposé, on en parlait au téléphone avec Dominique, il y a beaucoup de personnes qui ont été invitées à mettre en œuvre les nouveaux commanditaires. Au fur et à mesure, vers 2000, en fait, il y avait un petit noyau dur qui est resté. Et donc, ce petit noyau dur a pu porter des commandes jusqu'à 2020, je disais. Et avec 2020, la Fondation de France décide, nouveau président, changement d'équipe, de s'affranchir, comme on dit, de ce programme qui a duré quand même plus de 30 ans. Ce qui n'est pas, on va dire, la norme. Hein. Les fondations, comme vous savez, ils ont des programmes sur 2-3 ans, 5 ans max. Et nous, on était complètement à part. Et du coup, c'était finalement difficile en 2020, mais finalement, c'était génial. Parce que du coup, on a pu s'affranchir et en fait, on a pu dessiner comment on voulait que les nouveaux commanditaires s'accrochent à la société qui a aussi beaucoup bougé. Les nouveaux commanditaires ont dit les commandes répondent à des enjeux de société. Il y a 30 ans, les enjeux de société étaient très différents. Et on avait beaucoup, on était beaucoup en parallèle avec la commande publique, beaucoup de discussions. Et là, la société change, les demandes changent. Et du coup, on s'est dit, bon voilà, on va prendre l'occasion en 2020 de recommencer, réfléchir à comment on va faire. Et on a fait ça, du coup, entre médiatoristes. On a créé la Société des nouveaux commanditaires, une association indépendante de toute fondation. Donc nous, on l'a créée à Lille, avec un petit noyau dur des médiatoristes qui avaient envie de continuer. Je dis entre parenthèses que la Fondation de France a voulu s'affranchir, mais ils ont quand même accepté de porter jusqu'au bout les financements qu'ils avaient engagés pour toutes les commandes en cours. Donc il y avait plus de 80 commandes qui étaient en cours en 2020. Voilà, donc nous, à Art Connexion, on a encore des commandes sous l'ancien régime, entre guillemets. Quand je dis l'ancien régime, c'était l'ancien régime financier. Voilà. Donc ça, c'est là où c'est un peu plus compliqué maintenant, mais on s'en sort. Donc on crée cette association intermédiateur et en 2022, on va voir le ministère. On va voir le ministère dès 2020, mais bon, il faut un petit peu de temps. Et donc, du coup, la société financée et par le ministère de la Culture et la Fondation de France a accepté de nous accompagner dans notre structuration, dans notre nouvelle ère, on va dire.
Voilà. Et ce qui était aussi important, donc en 2022, c'était de nous, médiateurs aussi, de s'affranchir de l'organisme, parce que sinon on était tout près, évidemment, et notamment on ne pouvait pas bénéficier des financements qu'on est allé chercher. Donc là maintenant, classique, conseil d'administration, comité de suivi avec les partenaires. Et ce qui est très important dans notre organisme, c'est le conseil de médiateurs. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas non plus perdre ce qu'on avait créé. Et donc, toutes les décisions sont d'abord évoquées par le conseil de médiateurs. Et le conseil de médiateurs fait des préconisations au CA qui, in fine, évidemment, prend les décisions, notamment financières. Mais voilà, on a un organisme qui fonctionne plutôt bien. Et ce qui est nouveau pour les nouveaux commanditaires, c'est les bureaux régionaux. Donc, Arconnexion a toujours été la structure clé, on va dire, pour les Hauts-de-France. L'enjeu maintenant, et c'est la même chose dans toutes les régions, c'est de créer un bureau, un réseau d'autres. Voilà, on ne peut pas tout faire. Et comme on a de plus en plus de demandes, on est vraiment donc dans cette stratégie, évidemment impulsée aussi par le ministère, qui souhaiterait qu'on soit partout. Ça, c'est une logique région, DRAC, ministère. Et donc là, on a donc cette carte, elle est un petit peu... et encore, il faut qu'on trouve encore du monde en Corse. Mais on a quasiment maintenant toutes les régions qui démarrent, avec des régions Hauts-de-France historiques, avec d'autres, et puis des régions vierges. Voilà, où par exemple, en Occitanie, on vient de créer le cercle nouveau commanditaire d'Occitanie qui s'adosse au FRAC abattoir. Et voilà, c'est assez excitant en ce moment, beaucoup de boulot. Donc tout ça, ça se fait sur les territoires, mais avec la société à Paris qui chapeaute. Et avant de parler des projets, parce que c'est quand même ça le plus intéressant, là je vous ai mis toutes les étapes. Donc là, ce qui nous différencie par rapport à la liste de Dominique de tout à l'heure, c'est que vous verrez, il n'y a pas d'appel à projet, il n'y a pas de marché. Voilà, je veux dire, c'est ça vraiment la clé, et c'est pour ça que, de mes parts de commanditaires privés, parce qu'en effet, on a cette souplesse de rester dans le domaine du privé, ce qui empêche qu'on puisse répondre évidemment à des appels à projets, à des marchés, ça c'est possible aussi, mais c'est nous qui le faisons, ce n'est pas les artistes qui répondent à des marchés. Quand ça se fait dans le cadre de la commande publique, c'est toujours un peu compliqué. Donc ça, c'est la différence, c'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est de vraiment travailler avec le groupe de commanditaires sur leur cahier des charges. Et ça, c'est un élément clé, le cahier des charges. Et c'est un travail qui est partagé. Voilà, nous, on est là à l'écoute, mais évidemment, on est là aussi en tant que force de proposition. Le cahier des charges doit être écrit et partagé par les commanditaires. Ensuite, ce cahier des charges nous permet de définir l'orientation artistique. Et un petit peu comme Olivier ou comme les conseils aux arts plastiques, je veux dire, on va impulser des suggestions d'orientation artistique. Et c'est là où on fait, j'entendais Olivier tout à l'heure, voilà, on essaie de matcher, quoi. C'est toujours une question de matcher. Arconnexion, traditionnellement, on propose un ou une artiste. J'ai des collègues beaucoup plus... Enfin, voilà, on a plusieurs générations maintenant de collègues, donc du coup, parfois, c'est pas mal de proposer une femme et un homme, sans pour autant dire qui est qui quand on fait des propositions de démarches artistiques. Il y a des médiateurs qui proposent 3 démarches artistiques. Voilà. Tout ça, c'est souple. Voilà. J'avoue que par moment, on a une commande, et je pense que c'est pareil pour d'autres personnes, c'est qu'on s'est dit, mais c'est ça. Il faut, comme l'histoire de soulage, quoi. C'est ça. Ça ne peut pas être autrement. C'est tellement évident. Après, il faut le suggérer aux commanditaires, et les commanditaires peuvent refuser. Évidemment, ils refusent. S'ils ne se sentent pas la chose, il ne faut pas les braquer, il faut les garder avec nous. Et c'est déjà arrivé que la rencontre ne se fasse pas. Un artiste arrive, et en fait, ça ne se passe pas, quoi. Il y a un truc qui ne prend pas. Voilà, c'est humain, et ça, c'est ça qui nous anime, c'est qu'on est dans l'humain. Et si l'humain ne prend pas, l'œuvre ne va pas se faire, quoi. Ça, voilà. Donc il faudrait aussi avoir la possibilité de se dire, on change d'artiste, on recommence. Et ça, on l'a fait, nous, peut-être une fois, on a fait ça. Et c'était un mal pour un bien, parce que finalement, à la fin, c'est beaucoup plus fort. On a aussi des étapes essentielles, on parlait de contractualisation
un contrat d'études. Le contrat d'études permet à l'artiste de travailler, rémunéré pour ce travail. Et si jamais l'étude ne correspond vraiment pas aux attentes des commanditaires, on peut arrêter là. Voilà, il n'y a pas de mal d'homme. Par contre, si on continue, c'est évidemment avec cet artiste. Et la plupart du temps, on continue. Il y a eu rarement de couac à ce moment-là. Par contre, on peut avoir des ajustements. Et en parallèle, il faut chercher et les moyens techniques, et les budgets, et les autorisations. Voilà. Et on met en œuvre la prod. Là, on va faire très vite. Et tout ce que Dominique a présenté en normes d'espace public, en normes sécurité, ça nous applique. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est une initiative privée, tout ça s'applique évidemment, absolument de la même façon. On a aussi des histoires avec les ABF, qui parfois sont très exigeants dans leur conception des choses. Actuellement, j'attends une autorisation de phare et balises à Boulogne-sur-Mer pour une œuvre. Et on a hâte qu'on a l'autorisation de phare et balises. Voilà, on est aussi dans des espaces publics qui sont réglementés par toutes ces instances. Donc c'est exactement le même travail. Et on va aussi au-delà de l'inauguration, avec ce que nous on appelle la vie de l'œuvre, comment l'œuvre continue de vivre et comment on gère aussi les questions de maintenance. Évidemment, tout ça c'est exactement pareil pour nous. Ce qui est intéressant en ce moment par rapport à la vie de l'œuvre, c'est qu'on se pose aussi beaucoup de questions, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de conseils d'art plastique et aussi beaucoup de collectivités qui posent ces questions sur la maintenance des œuvres. Je sais qu'à la ville de Lille, par exemple, les fontaines, c'est fini des fontaines. Voilà, même si les commanditaires veulent des fontaines, c'est pas la peine d'en parler. Et donc, du coup, on est aussi en train beaucoup de réfléchir entre le cercle des médiateurs sur la forme des œuvres. On sait qu'on n'aura peut-être plus les moyens de faire des choses énormes comme on a pu faire parfois avant, et ça c'est pareil pour tout le monde. Il faut qu'on réfléchisse à d'autres œuvres immatérielles, des œuvres qui bougent, des rituels, d'autres manières de répondre à des enjeux de société. Voilà, je vais aller vite. Et avant que j'oublie, parce que je sais que ça intéresse certaines personnes, on a créé avec l'Université de Lille une formation, un diplôme universitaire qui s'appelle Faire œuvre comme on fait société. Dans cette formation, on parle des nouveaux États, mais pas que, art et territoire, voilà, toutes ces questions, démocratie culturelle, comment on met tout ça en œuvre, et prochaine séance démarre en janvier. Et pour aller très vite, ça, ce sont des œuvres un peu iconiques. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Le pigeonnier qui est iconique parce que non seulement c'est la première œuvre de Mateli Grassi dans l'espace, mais c'est aussi parce que ça répond à des traditions, ces traditions séculaires, patrimoine local. Donc là, je vais arriver un peu sur la notion de patrimoine. La frite, grand patrimoine du Nord. Une friterie commandée pour cet espace public un peu bancal devant la gare Lille-Europe. Cette œuvre a été bougée. On peut parler de contrat. Nous, on a inscrit dans le contrat avec la SPA Laura Lille que cette œuvre pouvait être déplacée, enlevée, pas détruite, mais en tout cas open. Et là, cette œuvre a été déplacée à la Cour Saint-Sauveur et ça fonctionne beaucoup mieux. Donc on avait bien blindé ça, on va dire. C'est la seule friterie à la ville de Lille parce que c'est une œuvre d'art. On a eu une délibération de conseil municipal parce qu'il n'y a pas de friterie à Lille. Toutes les friteries sont au-delà de la périphérie. Et ça, parce que c'est une œuvre, ça passe. C'est une sculpture, c'est pas une friterie. Par ailleurs, on peut avoir des friteries. On parlait aussi de ces espaces publics, mais qui sont par exemple dans les hôpitaux. Donc voilà, transformation d'un couloir, gros boulot, magnifique avec le CHR de Lille, commanditaire, tous les étages des commanditaires, les usagers de cet hôpital. Patrimoine, Première Guerre mondiale, rendre hommage à un poète, Wilfred Owen, donc ça c'est une œuvre qui n'est pas une commande publique, mais qui a été quand même inaugurée par Frédéric Mitterrand. Voilà, ça, il y a des histoires parfois, on ne comprend pas toujours, mais voilà. Et très rapidement, c'est une œuvre qui est un petit peu emblématique aussi de comment on souhaite un peu plus travailler maintenant. On a eu une commande de changer la sonnerie dans un lycée à Lille.
les élèves supportés par la sonnerie, donc c'est un paysage sonore, vous pouvez aller sur SoundCloud. Et donc les gamins, donc là je parle d'un patrimoine, parce que c'est du patrimoine, les élèves n'ont pas la même expérience quotidienne, parce que le paysage sonore change toutes les heures et tous les jours de la semaine. Mais ça peut être aussi des processions comme à Claveau, à Bourg. On peut aussi imaginer des projets assez audacieux avec des agriculteurs, en Périgord. Donc on est dans l'art optique avec les vaches. De nouveaux supports. Voilà, de nouveaux Nouvelles supports. simèses. Des projets aussi en Outre-mer, voilà, comment réunir 2 hôpitaux, 2 équipes, et donc un projet de jardin de Superflex. Et je reviens à ça, parce qu'en effet, c'est un projet extrêmement important dans l'histoire des collaborations communes publiques, mais aussi, c'était, voilà. Mais, en effet, l'œuvre a été vandalisée par une famille, enfin par un gars qui n'avait pas supporté d'avoir venu voir sa sœur qui était tuée. Et en fait, c'était l'occasion d'une deuxième commande, mais qui n'était pas une commande publique, mais une commande musicale, nouveau commanditaire. Donc en fait, l'œuvre a été refaite, et maintenant avec une ambiance sonore, avec deux commandes sonores, trop long pour expliquer maintenant, et en effet maintenant avec les changements à l'hôpital, voilà, la question c'est que faire de cette œuvre. Voilà, donc voilà. Vite. Tu laisses la place ou... Oui, avant, 2 secondes, avant que tu n'interviennes, Julien, je sais pas pourquoi je me lève. La question que je vais te poser à mon Ouais. gars, parce que là je suis sous mon... c'est qu'effectivement, les nouveaux commanditaires, je me souviens, ils sont nés sur ce constat de la verticalité du ministère de la Culture et qu'il fallait remettre tout à l'horizontale. Il fallait effectivement mieux que ça soit pas jupitérien, comme on dit depuis quelque temps. On avait déjà, avant que ce que je disais tout à l'heure, on avait déjà réfléchi à cette pyramide de la sélection et du choix des artistes. Et on vous a entendu, on était un peu en colère d'ailleurs, puisqu'on trouvait quand même qu'on faisait des efforts de déverticalisation. Moi, la question que je te pose, c'est, on arrive aux mêmes artistes. Moi, j'ai regardé un peu, on travaille avec les mêmes artistes finalement, qu'on soit verticaux, qu'on soit horizontaux. On doit faire ce constat qu'on devrait soumettre à la réflexion, au débat, c'est que finalement le mode opératoire, il n'est pas... Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on a des mêmes artistes, et en effet, on peut imaginer... nous, on a fait une œuvre avec Wim Delvoye à Roubaix. Une œuvre, Wim Delvoye. Bronze, c'était la demande des commanditaires. Donc Wim Delvoye, il part dans ce truc un peu comme ça. Et Françoise, quand il est arrivé pour l'inauguration, il dit, mais oh là là, on dirait une commande publique. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'était une œuvre en bronze sur un son. Moi, j'ai pris ça hyper mal. Mais en fait, le problème, c'est que là, on parle, et je pense que pendant 30 ans, la Fondation de France, au démarrage, il fallait qu'ils démontrent que ça pouvait fonctionner, etc. Et on était beaucoup focalisé sur les artistes. Et là, tu parles des artistes. Et en fait, avec la Société des nouveaux commanditaires, on inverse la donne. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus parler des commanditaires. Parce que la différence, en fait, c'est ça. C'est que nous, on a des commanditaires. C'est Raymond, c'est Marcel, les colombophiles. C'est eux avec qui on a discuté. Ensuite, je vais voir le maire de Caudry pour lui expliquer qu'on a besoin un peu de son argent pour faire le colombophile, le colombier. Et lui, il dit non, c'est pas possible parce qu'il faut que ce soit rouge. Pourquoi c'est orange? Et je dis, monsieur le maire, là, c'est du patrimoine du futur. Il dit, ah bon? Ah oui, bon, d'accord. Et puis il nous fait un chèque. Voilà. Et c'est voilà, parce que nous sommes allés la avec les commanditaires voir le maire, qu'on lui explique qu'on est en train de faire son patrimoine du futur. Et là, du coup, je pense, le processus, c'est ça en fait. C'est toute la relation qu'on tisse avec les gens. Et c'est peut-être ça aussi, la différence peut-être aussi avec Olivier à un moment donné, c'est que la médiation ne vient pas après. On fait la médiation aussi après, parce qu'une œuvre dans l'espace public, ce n'est pas 5 commanditaires qui peuvent protéger, il faut en parler. Mais c'est ça en fait. C'est ce qu'on tisse avec les gens au départ. D'accord. Voilà. Non.
J'ai l'impression que c'était dit le rôle de la BLS. Un écran. On s'était croisés à Francfort. Bon, on a tous envie d'aller manger. Non, on a tous envie de t'entendre. Moi, je suis le local de l'État, comme souvent. Parce que comme Jésus, c'est pas beaucoup déplacé à part avoir traversé le désert. Et moi, je travaille beaucoup dans mon quartier, qui est le quartier Elbeuf, l'Escouvé, Caserne Friand à Amiens, depuis à peu près 25 ans. Je suis architecte, j'ai une agence d'architecture qui s'appelle Murmure, où là, on travaille dans tous les Hauts-de-France, principalement. On est peu sorti de notre région. Quand je dis je travaille dans mon quartier, c'est-à-dire que au départ, j'étais artiste vidéo, j'étais architecte de formation, et puis avec un certain nombre d'associations artistiques, d'artistes et de techniciens du spectacle vivant, de circassiens, de photographes, de plasticiens, on décide de travailler ensemble et d'investir un lieu qui était une ancienne usine textile qui n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui la béquetterie. Et on squatte avec l'autorisation des propriétaires un lieu qui est en train de se déliter, comme tous les lieux en friche, où à un moment donné, si on les laisse en friche, ben, voilà, on va piller le métal, on va piller, etc. Et puis très rapidement, le lieu devient une ruine. Et au bout de 2 ans, ça accélère la vente du lieu, et on entreprend des négociations avec Gilles de Robien, ministre de l'Équipement, maire d'Amiens, qui nous montre avec son équipe des lieux improbables, inoccupables par des artistes, avec des chapiteaux, avec des bars. On a 2000 adhérents, on a créé des festivals. Et on décide d'organiser une occupation type de relogement d'un site qui aujourd'hui s'appelle la briqueterie, mais qui regroupait aussi les docks qui sont devenus un dojo. Un peu en mode, un peu sous la contrainte, Gilles de Robien nous donne les clés de ce bâtiment en disant, voilà, avant l'arrivée du cortège qui se déplace, pour aller occuper les lieux, si vous êtes ravis, je suis ravi. Vous êtes chez vous. Et on entre dans une discussion d'une vingtaine d'années avec les pouvoirs publics, des mandatures politiques successives, dans qu'est-ce qu'on fait de ces lieux et comment on est venu bousculer un peu la recomposition de la caserne Friand, qui est quand même un lieu qui a plusieurs hectares. Hein. Voilà. Et nous, on arrive un peu dans une programmation urbaine qui est beaucoup située autour du sport, notamment sur ce lieu-là, mais pas que, à bousculer une programmation urbaine suite à la désaffection des casernes en 1997 quand il n'y a plus l'armée. Qu'est-ce qu'on fait de ces lieux? Donc ce collectif investit les lieux pour une mutualisation de moyens, de compétences, d'envie. Voilà, donc ce qu'on a appelé à l'époque, en 2004, le rapport L'Extrait. Fabrice L'Extrait écrit un livre qu'il appelle Les nouveaux territoires de l'art. Est-ce que ces nouveaux territoires de l'art sont devenus aujourd'hui les tiers-lieux? J'en sais rien. En tout cas, on a inventé une certaine forme de tiers-lieu, dont je vais vous raconter un peu ce que un parcours d'une vingtaine d'années a fait sur un territoire, avec comme question, qu'est-ce que la présence des artistes va pouvoir impacter sur ce territoire. Donc dans ces lieux-là, il y a à la fois toute forme de pratique artistique. Je dirais que le parent pauvre, ça reste quand même l'artiste plasticien. Il n'y a pas d'atelier d'artiste plasticien à la briqueterie, encore aujourd'hui, malgré un combat de 20 ans. Ça commence. Grâce à Ok. Charlie White, là. Bon, je suis... On en parle. Il y en a un. Alors, le graffiti, vu qu'on est aussi un peu dans cette histoire de l'art urbain, il apparaît très tôt sur les lieux,
des formes investies par du fait qu'on est présent et qu'on négocie avec la ville d'arrêter de verbaliser les jeunes, les artistes qui viennent graffer sur les lieux, et on obtient cette idée que ça devient le premier lieu où on ne va pas être verbalisé. Et puis on organise des graph jams, voilà, qui sont plus ou moins organisées. Celle-là là, qu'on voit ici, c'est une que j'ai organisée. On avait écrit un petit programme artistique collectif qui s'appelait Le Jardin éphémère, le béton, les murs, et puis je ne sais plus quelle était la troisième. Et on avait un petit subside de la DRAC pour organiser ça sur plusieurs années. Et ça a donné le festival Murmure, qui a été organisé sur l'ensemble du site avec pas mal d'artistes autour du graffiti. Donc il y avait, ici on le voit, une graph jam un peu grande, avec le premier plan quasiment ici, ceux qui connaissent Zoher, qui est un jeune artiste que moi j'ai connu quand il avait une douzaine ou une quinzaine d'années, et qu'avec son frère, qui était un de mes meilleurs amis architectes, on disait mais qu'est-ce qu'il a fait cette nuit, il est fatigué, il a mal aux genoux, et il ne nous disait pas qu'en fait il venait de se taper un train dans la gare de Nontron, ou je ne sais plus où on était, en allant avec son pote la nuit, voilà, et qu'en fait il s'était fait mal aux genoux parce qu'il avait escaladé le grillage, qu'il avait sauté parce qu'il s'était fait courser, etc. Voilà. Donc Zoher qui était revenu ici et qui aujourd'hui a fait des fresques à Nantes que vous connaissez peut-être. Voilà, c'est pour la petite histoire. Il y a toujours des petites histoires dans la grande histoire. Moi j'aime bien ces petites histoires. Voilà. Donc c'est cette petite histoire dans la grande histoire que je vous raconte. Donc les docks qui ont été complètement rénovés en dojo avant d'être totalement désossés, garder la structure, enlever les briques. On avait organisé sur tout le site une façon un peu à célébrer aussi toute cette période de graffiti qui finalement allait un peu s'éteindre parce que tous ces murs de caserne, il faut imaginer qu'une caserne c'est des murs. Dans l'armée ils ne font pas de détails, il y a de la pente dans le quartier, on s'en fout, on fait une grande dalle parce qu'il faut que les militaires ils puissent parader, etc. Et on fait des grands murs. La caserne s'en va, les murs tombent. Et il y a une recomposition du quartier qui s'opère. Donc le graffiti sur le site, aujourd'hui, c'est aussi une pratique libre, mais c'est aussi un endroit qui devient un peu touristique, instagrammable, et puis il y a des clips vidéo, il y a etc. En 2010, donc, comme on avait interrogé la question des murs, on avait cette volonté de retourner la flèche de ce logo, la briqueterie. Ah oui, c'était celle-là. Mais oui, c'est ça. En disant, c'était en tout cas mon intuition et mon combat de dire qu'il faut sortir de l'entre-soi, de l'art contemporain, parce que seuls les gens qui ont les codes sociaux, culturels, vont pousser cette porte et aller voir une exposition d'art contemporain. Il faut que les artistes sortent et aillent travailler dehors, à la rencontre des publics, parce que quelque part, quand on squatte un bâtiment qui finalement est devenu un bâtiment avec une occupation temporaire, avec un bail précaire, avec une municipalité qui accepte de payer les fluides depuis 20 ans, on est redevable aussi de quelque chose, peut-être, en tout cas c'est la question qu'on se posait, d'aller travailler avec les gens et avec les habitants et de les intéresser quelque part de faire culture. Donc on s'est posé la question du dehors avec le jardin, qui est devenu le jardin du bout de la rue, qui est un jardin sur les friches SNCF, parce qu'au bout du boulevard de Strasbourg, qui donne sur la caserne Friand, il était question de créer un pont à travers les voies ferrées. Et donc de ce pont, on savait que ça allait créer des talus, une ouverture des talus SNCF, etc. Et qu'en même temps, on était sur la composition de cette caserne et on s'est intéressé aux friches du paysage. Le premier axe, ça a été de travailler sur un petit arbre métallique comme ça, et à gauche, une robe végétale, une robe tissée avec 7 glycines,
Alors ça c'est beau, il y avait 11 glycines je crois, mais les glycines elles mettent 7 ans à fleurir. Donc c'est Victor Ferrès qui avait fait ça. Voilà, à chaque fois, le collectif a son travail personnel, voilà, chacun dans sa discipline, et à chaque fois ce collectif de la briqueterie se met ensemble pour réfléchir à d'autres choses avec d'autres gens pour créer des moments, créer des moments voilà, plus ou moins éphémères. Cette robe elle existe toujours, elle est à côté de la maison du colonel que je vais vous présenter juste après. Le petit arbre existe toujours, c'est les premiers actes sur des friches du paysage. Puis on a continué à s'intéresser aux friches du paysage et là vous avez l'emplacement du pont. Alors j'ai pas de photo plus loin, parce que ça n'existait pas les drones à l'époque. Cette photo a été prise par un balloloïde, un ballon avec voilà. Par hasard, il venait faire des tests, je lui dis bah tiens, viens, prends-moi une photo, on est en train de créer un jardin en forme de fleurs. Voilà. Bref, donc ça c'est 2010. On est à côté de la maison de retraite, le pont va passer à cet endroit-là, et cet endroit-là, c'est la maison du colonel en fait. C'est le jardin de la maison du colonel, historique de la caserne Friant, du colonel qui habitait et qui était la personne qui s'occupait de la caserne. Alors, très vite, on sait qu'on va... Je regarde l'heure pour aller vite quand même. Qu'on va se déplacer, ce jardin, de friche en friche, jusqu'à ce que le pont soit fait en 2014 et que le jardin s'installe définitivement. Et ça nous permet d'interroger en fait cette recomposition à l'œuvre encore de cette caserne. Et donc le jardin va avoir 3 positions. Ça c'est la première. Donc pour pouvoir accompagner ce jardin, on crée un container, à la fois container buvette et container à outils. Et ce container va se déplacer. Et à chaque fois que le jardin se déplace, tous les ans ou tous les 2 ans, il s'est déplacé, donc il y a eu 3 jardins, on se déplace en fanfare, voilà, avec toujours des moments de convivialité, parce que c'est aussi cette idée-là de l'itinérance, de l'éphémère, de la convivialité. J'ai une phrase qui m'a beaucoup accompagné ces derniers temps, et tout à l'heure tu as parlé du désir, et je t'en ai parlé je crois hier, c'est que le désir naît de la frustration. Ouais. Jacques Lacan. Et quand on crée un peu ces événements, on s'appuie sur des fêtes de saison, la fête de printemps, la fête qui permet de rythmer les choses et puis de donner du sens à une vie de quartier en fait, tu vois. C'est Olivier qui avait parlé des enfants, il est là Olivier. C'est fondamental cette question des enfants, on a travaillé beaucoup avec les écoles. Parce que la meilleure médiation, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est l'enfant qui va parler à son père, à sa mère, qui vont venir voir, etc., ce qui se passe. Donc on crée aussi pour nos enfants, dans ce quartier, ces moments de partage, de festival, aussi autour des arts vivants, mais pas que visuels. Mais quand même, l'apport des plasticiens, ici, le collectif... la courte échelle, qui se trouve à Fixecourt, qui a aménagé ce container avec nous, qui s'est déplacé. Des moments comme celui-là où on a des artistes qui investissent le jardin dans le cadre de parcours d'artistes. Voilà, Céline Roucou, à droite, Michael Troivaux avec des carcasses qu'il a photographiées dans des convois qui emmènent des voitures pour être vendues au Burkina Faso, qui traverse donc l'Espagne, le Maroc. Et ensuite, bref, je me rappelle plus le pays qui est entre les deux, peu importe. Enfin, c'est à cette frontière-là qu'il y a une espèce de no man's land, où en fait il y a beaucoup de carcasses de voitures abandonnées, parce que dans les voitures il y a de l'alcool, pour emmener de l'alcool dans les pays où il y a de l'alcool. Et enfin voilà, et à chaque étape, de l'Espagne au Maroc, on emmène plein de matériel. Bon, je me perds. Je passe. Vous avez compris. Et donc sur ce travail autour de carcasses, ce mur qui est le mur de la maison du colonel historique, on demande à la ville de nous ouvrir les fenêtres qu'ils avaient mis des parpaings pour pas qu'on rentre.
qu'on puisse accéder à la friche. Et on a la friche qui est derrière, on a cette photo de carcasse, et à gauche, vous voyez une voiture que Sylvain Barbero a coupée en deux. Vous voyez à gauche là-bas? Non. Bon, mes photos ne sont pas forcément formidables, mais il y avait l'autre côté aussi de la voiture, donc le côté du jardin. Et on a travaillé avec Thibaut Papin, qui est un peintre qui est issu aussi du graffiti, qui est quelqu'un d'important pour moi dans ce parcours, pour qu'il ouvre visuellement ce mur comme une fresque ouverte sur le paysage. Le paysage de demain, c'est quoi? C'est une route. Et quelque part, la route, elle est là avant d'arriver dans le paysage des gens du quotidien. Et ben nous, on l'interroge, elle est déjà là. Vous voyez un petit peu? Et alors cette porte qui est là, c'est marrant parce que la ville nous a dit, bon bah ok, allons-y, on va ouvrir, on va vous autoriser l'accès à cette friche, mais il faut une porte, parce que quand même il faut qu'on ferme. Bah, on a dit au serrurier de la ville du secteur travaux, bah, faites-nous une porte. Bah, ok, on va vous dessiner. On a fait un croquis avec mon collaborateur Xavier Lefranc, qui travaille au service de l'architecture à Amiens Métropole. On a fait cette belle porte. Elle est aujourd'hui encore au jardin de bout de la rue en bas, mais cette belle porte, elle n'a jamais été fermée en fait. Elle est là, on n'a jamais mis de serrure. Il y a même des SDF qui ont campé dans les cabanes de Céline Roucou avec pouvoir trouver un abri et se réfugier. Parce que finalement, c'est quoi cet endroit-là? C'est un espace public qui réinterroge la limite entre qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on laisse faire, aussi quand on est une puissance publique comme une municipalité. Et voilà, c'est toutes ces choses qu'on a interrogées à travers nos histoires. Bon, je vais devoir aller plus vite. Non mais vas-y, on est là, on fait mettre des horloges. On t'accorde du temps. En 2014, donc, le jardin s'installe définitivement, en bas des talus SNCF, en haut aussi. En haut, d'ailleurs, il y a un dernier arrivé, c'est le Micmac, qui est une salle autogérée, dans un chapiteau, en forme de dancing. Voilà, c'est aussi l'appropriation de ces friches, c'est ça. Et donc, on rencontre Kinya Maruyama en 2012. Il fait un petit travail de workshop. Donc là, je vais beaucoup parler maintenant de la dizaine d'années de 2014 à 2024. J'ai parlé de la dizaine d'années avant. Il fait un travail avec Patrick Bouchin, et l'équipe de Patrick Bouchin que je connais bien me dit Sébastien Aymar travaille maintenant avec l'agence Encore Heureux. On est des malheureux perdants de la PIC à Amiens, avec Sébastien Aymar et Encore Heureux, pour faire la PIC. On fait une petite pique au passage. Tu sais comment on les appelle aussi, les encore heureux? Encore malheureux? Non, encore eux. Encore eux, bon. Il me dit, tu devrais aller voir Kinya Maruyama à Boulogne, il fait un travail extraordinaire avec Bref. Donc on va le voir, et on cherchait aussi à peut-être quelqu'un qui nous permet aussi de s'affranchir de choses, de nous autoriser à, et en même temps je cherche le mot, je ne le trouve pas, de s'élever, quoi. Et donc on rencontre quelqu'un qui pour moi a changé ma pratique, voilà, qui est devenu un grand ami, qui avait 74 ans à l'époque, qui habite Tokyo, qui a été révélé un petit peu en France sur le jardin de Paimboeuf, et qui a ensuite fait l'aire de jeu du château, devant le château de comment elle s'appelle, la reine de Bretagne. Anne de Bretagne. Pardon ? Anne de Bretagne. Anne de Bretagne, merci. Avec Permobile, des designers. Il a dessiné, ces designers qui ont réalisé son aire de jeu. Voilà, on pourrait googliser. Et donc sa méthode. Et donc là, on découvre une méthode de travail qui nous permet de passer à l'étape que je sentais, que je voulais, parce qu'on était traversé par cette idée du jardin. Mais on était traversé aussi, comme tout le monde à l'époque, du jardin participatif, jardin partagé, de la méthode de chantier participatif. Et moi, en tant qu'architecte, je me suis posé cette question du chantier participatif. Et donc, il a une méthode de workshop qui est assez extraordinaire. Sur des temps courts, où on réalise des chantiers ensemble. Là, je vais pouvoir passer plus vite parce que ça parle en images.
voyez le container qui se déplace de jardin en jardin. Alors, des fois, c'est pas facile en fait de déplacer un container. Il faut ramener une PPL. Et puis, voilà, on a mis un deuxième container pour faire une porte, comme vous aviez vu. Je ne sais plus où, bon, c'est pas grave. Et puis, on réalise des belvédères comme ça en poisson carnivore, en hommage à Jules Verne, sur des croquis de Quigna. Alors Quigna n'est même pas là quand on fait celui-là, parce qu'il a raté son avion, il s'est trompé de semaine. Et donc on commence à réaliser ce belvédère-là sur des croquis qu'il a fait. Et donc on invente aussi, avec des étudiants en architecture, des artisans qui viennent nous aider, des architectes, une façon de réaliser les croquis de Quigna qui sont vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et j'en arrive au dernier projet, enfin pas au dernier, mais à celui qui nous occupe beaucoup, la Maison du Colonel. En fait, suite à ce travail au jardin du bout de la rue, on se dit c'était vraiment super, vraiment faire un truc avec les gens vraiment qui sont venus pour faire le chantier quoi, dans le jardin. Les gens du quartier quoi, qui disent bah, j'ai entendu parler de ça, donc je suis venu, ils ont appris à scier, ils ont appris avec des choses, avec des études en architecture. Il y a toute une transmission qui se fait qui est assez extraordinaire. On l'invite à venir à revenir pour travailler sur une petite maison, la maison du Wagmestre. C'est le Wagmestre, c'est celui qui distribue le courrier, parce que c'est le dernier bâtiment en friche de la caserne et qu'il n'a pas d'affectation. La question des usages, c'est une question moi qui m'occupe beaucoup en architecture. Comment on peut aussi interroger la question des usages dans l'espace public, mais aussi en architecture, parce que c'est la question du programme, et préfigurer des choses qui vont peut-être devenir durables. Et cet endroit-là, qui est un peu à l'entrée de la caserne Gribeauval, parce qu'il y a deux casernes, c'est un espace public aussi. C'est un petit carrefour, sur ce carrefour du pont de Strasbourg, avec un endroit qui finalement est assez extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut faire de cet espace public? Qu'est-ce qu'on peut faire de cette maison qui est aussi... Et donc on interroge, à ce moment-là, l'ensemble des acteurs du quartier qui pourraient être intéressés, le centre social, l'auberge de jeunesse, les écoles, les artistes, etc. Et puis on crée à gauche cette assemblée générale extraordinaire constitutive de qu'est-ce qu'on va faire de cette maison. Et nous, on avait déjà un peu l'idée d'un café associatif avec la briqueterie. Mais les gens, ils travaillent et puis ils disent mais on voudrait faire un café associatif autour de la question de l'alimentation. En fait, la question du bien manger, la question aussi de l'alimentation, c'est la culture que tout le monde partage. Et donc, c'est la culture du monde. Et donc, avec Quigna, qui nous vient de Tokyo, on commence à travailler sur cette question. Et en 2016, on va à la commande publique à Paris, à la salle Malraux, où vous avez, on en parlait avec Dominique hier, une table en U et des micros qui résonnent. Et Tokyo, pas Tokyo, mais Quigna n'est pas là, il est à Tokyo. Et on va défendre avec Françoise Dubois, qui nous accompagne là-dedans, l'idée que une commande publique, ce n'est pas forcément une sculpture. Ça peut être aussi un processus artistique. Et on y va avec un PowerPoint, alors que tout le monde vient avec sa maquette, une sculpture et tout ça, et puis nous, on vient présenter notre PowerPoint. C'est toujours assez impressionnant d'être dans cette salle. Et la première personne qui fait le tour de table, c'est quelqu'un qui était tout en long, là, à ma droite, qui pose 2 bras, ça, sur la table. J'ai cru que c'était 2 jambes, tellement elles étaient grosses. Et en fait, c'est le représentant des maires de France, qui est à ce moment-là quelqu'un qui travaille sur le plateau des 1000 vaches en Creuse, et qui dit dans mon territoire, il y a eu un café associatif qui s'est construit, ça a changé la vie du territoire. Alors quand il est ici porté par des artistes avec cette énergie et des citoyens, moi je dis mais allons-y quoi. Et alors il débride un peu la discussion, puis après on fait en fait une unanimité forcément, parce qu'il y en a un qui connaissait Quigna, qui avait vu une exposition de ses chaises,
etc. Et puis d'autres qui avaient vu le jardin de Paimbœuf. Voilà. Et donc on part dans ce travail-là. On est aussi accompagné par la Fondation Carasso. Et voilà, donc je vais assez vite. La petite cabane à droite, c'est une cabane qui a été faite parce qu'on cherchait de l'argent. Au début, on n'avait pas d'argent, donc on a acheté 1 mètre cube de bois, puis on a montré le processus créatif en faisant ce workshop sur 1 semaine. Et au bout du 2e jour, Kinya, il va à l'auberge jeunesse, il a ses carnets, il fait un carnet par mois complet. Il en a des milliers, on en a exposé en 2014 à la Maison de l'Architecture quelques dizaines. C'est extraordinaire. On est en train d'essayer de construire un fond de son travail. Et donc, il fait le soir une petite maquette avec du carton, il revient le lendemain, le toit n'était pas terrible, il était à 4 pentes. Il dit non, mais ça manque de... Puis on était sous les tilleuls de cet endroit-là, et il dessine un toit en forme de feuilles de tilleul et un dessin d'un oiseau qui s'envole. Ah, on fait waouh. Ok. Donc voilà un peu la méthode. Vous voyez à gauche le travail sur les bardages avec des teintes naturelles. Donc ça c'est très récent, ça date du printemps dernier. Hein, ça c'est 2024 à gauche. Et la petite cabane c'est 2016 en gros. Donc voilà un peu le résultat du travail en ce moment. Ah si, elle arrive la charpente, mais comme ça on voit un peu la question de l'inscription dans l'espace public, les problématiques qu'on a parce qu'on n'a pas les murs et on n'a pas le droit au PLU. Et en ce moment, on est en train d'essayer d'obtenir un permis de construire modificatif pour clore un peu le travail, parce que le permis d'origine, il y a des choses qui ont bougé, pas grand-chose, hein, la terrasse, des choses. Le container qui est à droite, qui est à gauche, qui va venir là en complément pour pouvoir mettre le matériel de la terrasse. Bref, je passe un peu vite parce qu'il est tard. Donc à l'intérieur, il y a un travail d'architecture, là pour le coup, c'est aussi de l'architecture, et ça rejoint mon travail d'architecte, qui est plutôt le travail qui est important sur la transition écologique et sur les écomatériaux, les matériaux biosourcés notamment, et le réemploi. Et là, on voit une charpente qu'on a dessinée à partir des croquis de Kinya, des maquettes qu'on a fait, qu'on a travaillé avec lui, sur les bois locaux en peuplier. On a cette charpente qui fait une sinusoïde quand on regarde de côté, qu'on a l'impression de peut-être les vertèbres du dragon. Et donc il va y avoir une tête de dragon et une queue de dragon dans les pignons, toute petite, parce qu'au Japon, en fait, c'est un symbolique très fort sur les granges qui sont en bois, et le dragon coupe le feu. Et Kinya, il travaille avec, depuis toujours, dans les années 60-70, avec d'autres architectes, où chacun a fait sa petite agence qui s'appelle le Team Zoo, et chacun avait un emblème animal. Et il y a beaucoup de travail sur le vivant dans son travail. Mais je ne peux pas trop rentrer là-dedans parce que j'en ai pas le temps. Voilà un petit peu, pour terminer, un travail de béton de chambre. Vous voyez, avec des jeunes. À chaque fois, chaque workshop est l'occasion aussi d'apprendre des choses, d'expérimenter des choses que nous on réutilise dans notre travail, de tester des choses. Quand je dis nous, c'est murmure. Voilà, il y a eu aussi un travail de formation autour des enduits terre. Kinya, il travaille aussi beaucoup la terre. Voilà, bon, je passe un peu. Il y a des artisans aussi qu'on voit ici, qui ont posé la charpente, qui elle a été découpée par le centre de formation des apprentis du bâtiment à Amiens. À chaque fois, c'est l'occasion de créer des habilités positives et d'entraîner les gens dans le projet. Voilà, des apprentis charpentiers qui ont travaillé peuplier. C'est pas courant le peuplier en charpente. Hein, on mettrait 2 fermes en chaîne, on pose des pannes, terminé. Mais on n'est plus dans l'œuvre d'art. Le sol aussi, vous voyez, qui a été dessiné avec les gens, à partir de motifs qu'a fait Kinya, qu'ils ont décidé les couleurs ensemble. À chaque fois, c'est un travail comme ça. Vous voyez les sous-bassements, qui ont été avec une teinture à la oued. Voilà.
Dernier projet, et là je vais passer très vite, on a reproduit la méthode un petit peu du workshop sans Quignab, là pour le coup, avec la Compagnie du Berger, à l'initiative du Centre culturel Jacques Tati, petite friche. Voilà, il y avait quatre ancrages pour un ancien labyrinthe de, comment on appelle ça, de cordes, qui n'était plus là. Et ce petit bois qui se situe à 200 mètres du quartier Pierre-Rollin est totalement désinvesti. Il n'y avait plus qu'un ou deux bancs, voilà, de ce petit bois. Et là, l'idée, c'est encore une fois, on est traversé en fait par la société, nous les artistes, les architectes, mais pas que, tous les gens. Le jardin partagé, la question de l'alimentation, la question d'investir les espaces publics et de se réapproprier en tant que citoyen la ville et de créer ville ensemble, sont des choses qui nous percutent. Et on est percutés tous aujourd'hui par la question du vivant, la question du réchauffement climatique qui vient se rajouter dans nos vies et qui nous pose la question de qu'est-ce qu'on fait pour se reconnecter avec le vivant. Et donc là, c'était un peu cette idée, habitons nos rêves, c'est aussi aller dans des friches qu'on ne connaît pas, et réinvestir. Donc on a repris un peu la méthode, à partir d'un dessin d'enfant, le dessin d'enfant dans des ateliers qui avait créé une petite dessin de cabane idéale. Voilà. On voit les tuiles. Donc ça c'est pareil, c'est une semaine de travail avec 1 mètre cube de bois. On ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais on va le faire ensemble. On va le faire dans la joie. C'est joie dans le travail, travail dans la joie. C'est un des credos de Kinya Moriyama aussi qu'on a appris. Et voilà, se réapproprier l'acte de construire, transmettre les gestes de l'artisan. L'artisan ici qui est Florian Carpentier, qui travaille le bois vert, le bois qui est issu de la forêt sans être séché. Il nous a montré comment on faisait des chambres de force avec des chevilles. Une étudiante, Alice, en architecture, là, qui est en train de tailler un assemblage. Et à gauche, Rose, qui travaille au Centre culturel Jacques Tati et qui est chargée de développement culturel, qui vient tailler. Voilà. Et mon fils, là-haut, travaille avec... etc. Vous voyez, c'est mes associés, mon agence qui vient travailler pendant une semaine là-dessus. On est bénévole sur ces choses-là, j'ai oublié de le dire, mais tout ce qu'on a fait, quasiment tout, se passe dans un travail de bénévolat, c'est-à-dire on est architecte, mais on est aussi militant de ce temps qu'on se donne à nous et à nos enfants. Voilà. Tu sais que j'avais 2 ou 3 petites questions à te poser. Déjà, c'est vrai que je trouve que par rapport aux missions qu'on se donne, commande publique, commande privée, ce dont on a parlé ce matin, tu coches toutes les cases. Tu coches toutes les cases de la création, de l'indisciplinarité. Sauf que je pense que tu es quelqu'un d'indiscipliné. Oui. Toutes les disciplines sont là dans des bâtiments que tu récupères. Et vraiment, c'est formidable cette délégation de service public dont tu t'es emparé et qui n'existe pas. Tu réponds à un besoin social, un besoin territorial, un besoin artistique, un besoin politique. Alors justement, tu as oublié de nous dire que, parce que beaucoup le savent, mais moi je ne savais pas par exemple, que tu es un élu politique et que tu es élu à la ville, que tu t'es présenté aussi au municipal et que la question que je te posais hier c'était, mais tu t'étais déjà interrogé bien sûr, sur tout cela se fait dans, et un peu aussi, c'était ce que je voulais dire aussi avec Olivier, il y a quelque chose du maintien de l'ordre. Par exemple, lorsque tu dis le maire vient, Gilles de Robien, il vient à la briqueterie avant la manif, il arrive 2 secondes avant la manif et te dit je vous donne les clés. Alors, c'est l'histoire des baux précaires, mais on sait aussi qu'à la fin, tu arrives à avoir un bail amphithéotique, mais il y a quelque chose de... Enfin, c'est à l'élu que je pose la question, là.
Est-ce que là, il y a quelque chose du partage ou d'une... Excuse-moi, je suis un peu confuse. Je suis un peu confuse, Alors, mais je suis sûre que tu as compris ce que je j'ai voulais compris. dire. Alors, en 2 minutes, comment dirais-je donc, la briqueterie, le jardin du Boularus, ce sont des baux précaires. Le bail précaire, c'est super pour pouvoir investir des espaces, qu'ils soient matériels, en tout cas un bâtiment ou un espace public, un délaissé. C'est les délaissés urbains dans lesquels on est allé, qui en fait souvent, par exemple les talus SNCF, ça appartenait à la SNCF. Donc on a travaillé avec la SNCF pour avoir cette autorisation. Puis finalement, c'est la ville. Enfin bref. Quand on décide d'aller travailler dans quelque chose non plus d'éphémère mais de pérenne, sur la maison du colonel, on se dit on ne va pas recommencer cette relation de je t'aime moi non plus pendant 20 ans avec des mandats successifs. On veut sécuriser le projet. Et donc on s'adresse à Brigitte Fourré, maire d'Amiens à ce moment-là, nouvellement élue, parce qu'elle a été première adjointe de Gilles de Robien, mais elle était nouvellement maire d'Amiens. Écoutez, nous, on voudrait porter un travail sur ce bâtiment, mais on a besoin d'un bail emphytéotique pour sécuriser le projet, travailler avec des fondations qui vont venir si le projet est sécurisé. Si vous êtes sur un bail précaire, c'est un peu plus compliqué. Et ça permet à un moment donné de s'inscrire à la durée. Sur la question que tu posais des politiques publiques, je dirais, et là c'est plus en tant que politique que je vais le dire, j'ai été élu sur une liste citoyenne en tant que tête de liste d'une union large de divers gauches. On a, nous, dans notre histoire, avec ces nombre de gens issus de l'animation, issus de l'éducation, la culture de l'éducation populaire. Et la question de l'éducation populaire, c'est faire projet. Et faire projet, c'est avec des outils de l'éducation populaire, mais c'est aussi comment, à un moment donné, ce projet collectif citoyen, il peut faire ville en allant effectivement dans des manques ou dans de l'investissement. Voilà. Donc, juste pour terminer sur cette histoire de la maison du colonel, finalement, il va y avoir dans la maison du colonel donc une cuisine participative, collective, et une conserverie citoyenne, qui a été lauréat du budget participatif de la ville d'Amiens il y a 2 ans, je crois, premier lauréat, où on travaille avec les Robines d'Ébène, qui est une association qui fait du glanage, fait de la récupération de rebuts d'alimentation, pour qu'on travaille avec les habitants à se réapproprier la façon de faire des conserves. Ah, une conserverie. Conserverie citoyenne. Ouais. Et c'est un des derniers projets qui s'est greffé au café associatif. Cette greffe, elle est aussi dans la possibilité de créer des espaces capables, des espaces de mutualisation qui vont répondre en fait d'une manière symbolique, d'une manière utopique en fait. Le projet est aussi grand que l'espace est petit, parce que finalement on a une extension, on a 100 mètres carrés quoi, dans cette petite maison. Mais cette maison n'existerait pas sans tout ce que j'ai raconté avant. Le travail de la briqueterie, l'installation des artistes, et voilà. Ça ne fait pas 2 minutes, ça en fait au moins 3 ou 4. Je crois qu'on va devoir conclure. Oui. Enfin, il est 13h30, donc il y en a peut-être qui sont un peu en besoin de calories. Je rêve d'avoir un pavé de chez Trogneux. Et c'est quand même, enfin, c'est pas pour conclure, mais c'est la force symbolique des projets, style sur 100 mètres carrés. Il y a quelque chose d'une force symbolique qui est apportée par tout ce que vous y avez fait, les artistes, les architectes. Oui, et l'apport de Quignac qui vient quand même à peu près tous les 3 mois, je ne sais pas si vous imaginez, de Tokyo, finalement sur son argent personnel, puisqu'il est à la retraite, mais il y a encore ses associés qui ont une agence à Tokyo qui travaillent.
Mais bon, voilà, enfin, c'est un truc. Et ça, c'est impossible à reproduire. Impossible à reproduire. Il faudrait plus d'une vie pour reproduire ça. Et on a d'autres projets avec Yann Collignon. On a le projet, il vous en parlera certainement mieux que moi, de la péniche Le Saint-Mont, où on va créer ensemble, avec votre aide, j'imagine, une péniche qui est qui sera un lieu de résidence artistique qui va pouvoir déambuler sur la Somme, et pas que. Voilà, en emmenant des artistes de l'urbain, pour aller dans la ruralité, en partant du constat que 80% des habitants de la Somme habitent à 10 km du fleuve. Donc ça, c'est un projet qu'on a en commun, sur lequel on est en train de réfléchir.